l'accès à la donnée très pertinente de l'usage des pesticides est assez difficile à obtenir. Soit on s'entend très très bien avec l'agriculteur et il nous donne les chiffres qu'il faut, mais c'est un gros travail. Soit on l'a à d'autres échelles et donc c'est plus difficile à mettre en corrélation. Et c'est un des soucis d'ailleurs de l'incertitude autour de cette polémique sur ces insecticides. Alors ce qu'on sait, c'est que par rapport à l'usage qu'il y avait dans les années 50-60 et des insecticides, on sort d'une... Enfin, il y avait des effets qui étaient vraiment catastrophiques, notamment sur les grands oiseaux, les rapaces, etc. Et on a vu pratiquement disparaître, fortement diminuer les populations de rapaces qui ont repris, qui se sont reconstituées depuis. Sur ces néonicotinoïdes, c'est une réponse à un contrôle, une limite de ces insecticides, puisque l'idée c'est d'avoir des choses qui sont extrêmement puissantes, mais qu'on peut... Très ciblées. Voilà, qui sont très ciblées, donc on va pouvoir manipuler de manière très fine. Mais elles sont tellement efficaces que ça va vider en gros d'insectes, même temporairement, ces cultures. Et du coup, ça a des effets qui sont probablement très insidieux ensuite sur ces systèmes qui deviennent, qui s'appauvrissent beaucoup. Et la quantité d'insectes, voilà, personne n'a vraiment mesuré ça. Autant pour les oiseaux, c'est plus facile de compter les oiseaux que les insectes. Oui. Mais quand on regarde, voilà, on cite cette chose qu'on a tous vécu si on a roulé dans les années 70-80, de nettoyer son pare-brise régulièrement et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et c'est probablement pas uniquement parce que la forme des voitures a changé. Donc il y a quand même des signes vraiment inquiétants sur ça. On a vu par exemple dans la composition il y a des colonies de martinets qui viennent toujours au même endroit, qui ont accumulé des piles de guano, et on a pu explorer comme ça la composition en insectes au cours des 30-40 dernières années. Et on a vu des changements incroyables de composition et qui montrent qu'il y a des phénomènes massifs sur ces compartiments qu'on n'a pas regardé du tout. Donc c'est vraiment... c'est aussi notre aveuglement qui nous interpelle dans cette... Et puis vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la vigne et vous disiez au pied des vignes, les sols sont morts, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus toute la biodiversité qu'il y a quand une terre n'est pas traitée. Ça, c'est vraiment très, très clair qu'il y a des effets très, très forts entre l'intensité des pratiques à des toutes petites échelles. Enfin, on peut le voir très, très facilement. Après, sur... ce qui a des conséquences, c'est quand tout ça s'accumule sur des échelles de temps et d'espace qui font que finalement c'est la population qui n'est plus capable de survivre dans ces environnements. Alors oui, je vais juste rajouter, en fait, les pesticides, au fond, souvent ils sont associés aussi avec l'épandage d'herbicides et avec le travail mécanique du sol. Donc on peut avoir vraiment des perturbations assez importantes qui interviennent par la combinaison de ces pratiques. Et à ce moment-là, on va avoir déjà un appauvrissement floristique très important. Je parlais tout à l'heure dans les vignes, par exemple, où ces pratiques sont non seulement associées, mais elles sont répétées jusqu'à 10 à 15 fois quand même par an. Donc on a véritablement une répétition de ces pratiques. Nous, on a pu simplement vérifier l'effet sur les espèces végétales, mais il y aurait certainement des études à faire beaucoup plus approfondies sur les insectes, etc.